Là, où il y a la bâtisse aujourd'hui, là, ça, c'était toutes des grands sheds à l'époque quand je suis arrivé. C'est là qu'on entreposait les ballots de laine, les ballots de guenilles de tissu qu'on recevait pour les transformer après ça au pickle room. Ouais. Là, dans tes étages supérieurs, là, tu avais les départements du coning, la filature. Après ça, tu avais la couture au 3e étage. Bon. Le 4e étage, là, c'était le tricot. C'était là. À Saint-Géron, il parlait des petits ouvriers, la Légion des Vignes. Et c'est là, dans ma vie, où j'ai trouvé la plus belle humanité. En 1916 s'établit à Saint-Jérôme la Regent Knitting Mills, une usine unique en son genre. Une usine intégrée où tous les départements, toutes les opérations sont faites à partir de la filature jusqu'au tissu et à la confection du vêtement. Cette usine, tout au long de son histoire, a été le théâtre de multiples affrontements ouvriers. Et en 1963, par exemple, une grève très dure oppose la compagnie à ses travailleurs. La population est divisée. En 1964, Paul-André Boucher devient travailleur à l'usine de Regent Knitting Mills. Jeune travailleur, il s'implique très rapidement dans les affaires syndicales. Il vit intensément en 1966 la grève Perlé. La grève Perlé avait pour effet de stopper la production département par département sans prévenir l'employeur et de désorganiser tout à fait cette production. L'effet inattendu de cette grève est que les travailleurs ont eu une compréhension particulière du processus de production de l'usine. Autrefois, ils étaient isolés dans leur département, ils ne connaissaient pas le processus complet. Ils faisaient une opération sans savoir quelles étaient les conséquences de ce travail. Avec la grève Perlé, ils ont vu comment relier les départements les uns aux autres. Et ça allait servir plus tard, comme on le verra. La Regent devait fermer ses portes en 1974. Ce qui a fait que j'ai fait 10 ans, là. Mais on n'était pas loin de 2000, je dirais. Là. On est parti dans, d'après moi, je voudrais les compter, mais d'après moi, une bonne quinzaine de départements. On avait 3 grandes productions, dont on faisait le fil. Après ça, on le tissait. Puis, on avait un département de tricot, où là, c'était du fil déjà acheté de l'extérieur qui venait de la Dominion Textile pour tricoter. Et enfin, on avait un 4e grand département, pas grand département, mais une grande section, qui était la confection du vêtement, à même le tricot et à même le tissage. C'était immense. Et moi, quand je suis rentré à l'effilochage, on prenait du vêtement recyclé, on va dire, et on le travaillait pour le remettre en genre de ouate. Puis après ça, qui était refilé et pour repartir à une nouvelle production. Quand je suis rentré à l'usine, il y avait un délégué syndical dans le département. Il dit, on a un syndicat ici. Le bureau est au 415 Labelle, puis tu vas aller là. Il va y avoir quelqu'un qui va t'accueillir, puis il va te parler du syndicat, puis il va te donner une convention collective. Et j'ai été au syndicat, et là, c'est Raymond Filion qui m'a accueilli. On est en 64, ça veut dire qu'on est l'année suivante de la grosse grève 63. Fait que là, Raymond, il m'a accueilli et il m'a parlé de la grève. Pourquoi les travailleurs avaient été en grève pendant presque 6 mois de temps. Qu'est-ce que c'est qui s'était passé? Qu'est-ce que tu veux? L'émeute qu'il y avait eu, les vitres avaient été cassées, la séquestration du contrôleur financier avec un autre à l'intérieur de l'usine, une couple d'auto renversée. Il y avait une couple de 1000 personnes, c'était pas juste les travailleurs de l'usine, mais il y avait les travailleurs de d'autres usines qui s'étaient joints aux travailleurs de l'usine, puis pour les appuyer, puis tout ça. Le maire s'en était mêlé, à Saint-Jérôme, le maire Desjardins à l'époque, donc c'était vraiment, ça va brasser, puis pas à moitié.
Et après ça, il m'a donné une convention collective, puis il m'a dit, tu garderas ta convention, puis il dit, les questions que tu auras à poser, il dit, tu les poseras à ton délégué. Puis nous autres, il dit, on fait une assemblée générale à tous les mois. Ça fait juste commencer tout de suite à aimer le syndicat, puis à trouver qu'il défendait bien les travailleurs. L'année suivante, c'était un monsieur Auger qui était délégué, et il a tombé malade. On m'a proposé la responsabilité, et l'exécutif m'a accepté. Fait que, donc, quand il y a eu la grève en 1966, j'étais délégué à ce moment-là. Et les délégués, il y avait, je ne me rappelle pas combien de rencontres, mais on se rencontrait assez régulièrement. On nous réunissait au 415 Labelle. C'était intéressant parce que là, tu avais le tricot, puis tu avais la teinturerie, puis tu avais le tissage, puis tu avais tous les départements qui étaient là, où il y avait des délégués, la couture, département plus féminin. Ça fait qu'on se retrouvait ensemble, puis on discutait, on attendait parler des problèmes des autres départements, ces choses-là. L'originalité de la grève 66, et ça va commencer à préparer aussi le terrain pour en venir à toute la réorganisation de l'usine et après à Tricofil. C'était la grève perlée. La grève perlée, c'était que, plutôt que tout débrayer en même temps, ça allait sur le trottoir, on choisissait, pas au hasard, mais le patron ne le savait pas, on choisissait un département. Puis là, il débrayait un après-midi, puis ça en allait au local. Mais là, lui, quand il débrayait l'après-midi, souvent, le lendemain, les autres départements, ils étaient en rupture de stock parce que là, le département, il avait arrêté. Fait que là, la production était désorganisée complètement. La chaîne, elle venait de briser. Mais ça, c'était génial. Ça, c'est Edouard Gagnon qui avait pensé à ça. Edouard était aussi mon parrain syndical. En Europe, ça se faisait beaucoup, encore aujourd'hui. Mais ici, au Québec, on ne connaissait pas ça à ce moment-là. Et le fait de désorganiser la production, ça a eu comme conséquence que ça a duré quelques semaines seulement. Et effectivement, on a eu le renouvellement d'une convention. Et moi, les travailleurs m'ont toujours dit, puis le syndicat a toujours dit, c'est la meilleure convention qu'on a pu avoir, puis on n'a pas eu à se battre gros. Il ne faut pas oublier qu'il s'était battu 6 mois de temps pratiquement avant. Là, donc, cette stratégie-là avait bien fonctionné. Puis aussi, je pense que c'est là où on avait commencé à comprendre un peu plus l'organisation de la production de l'usine. Parce que quand on s'en allait au local, là, on disait, bon, là, vous avez débrouillé vos pics. Les conséquences de ça, c'est que là, demain, les cadres, ils vont manquer de fil. Puis là, quand les cadres vont manquer de fil, là, ça va être le Koning, et lui, dans 2 jours, il va manquer de fil. Fait que là, on faisait toute la chaîne, puis on arrivait à un moment donné, ils vont manquer de tissu pour tailler. Et là, on commençait un peu plus à avoir une vision dans notre tête. Quand tu avais l'ensemble des machines que tu lochais, là, il y avait une poussière que c'est pareil comme s'il y avait un brouillard dans le département. Je ne sais pas comment c'était dur pour les poumons de respirer ça, ceux qui travaillaient là. Tu n'avais pas de ventilation, tu n'avais pas de châssis. Ce pauvre monde qui travaillait là, il n'y avait même pas un appartement de pharmacie qui pouvait se réfugier pour respirer un peu mieux, tu sais. Quand tu prenais le break, là, tu avais des bancs, puis là, le monde il restait dans la poussière. En plus de ça, pour s'aider, bien, il fumait. C'est le paradoxe, à savoir, c'était les plus petits de la société qui portaient par leur travail, qui donnaient une portée démocratique, parce qu'ils voulaient que Saint-Jérôme s'améliore, quoi. Pour bien comprendre l'émergence d'une expérience aussi originale que Tricofil, il faut reculer un peu en arrière et savoir que dans la deuxième moitié des années 60, Saint-Jérôme est une ville en déclin sur le plan industriel. Sa vieille structure n'a pas été renouvelée depuis des dizaines d'années. On connaît un chômage très grave. Et c'est aussi l'occasion où différentes couches de la population se prennent en main. Les syndicats, les groupes sociaux, les autorités municipales aussi obtiennent que la ville soit considérée comme zone désignée et ait accès à des programmes fédéraux pour la relance. Et tout ça, ce bouillonnement, va donner lieu à des actions communes, à des mises en commun d'énergie.
c'est pendant cette période qu'on tourne, par exemple, Saint-Jérôme, un film de Fernand Dansereau, qui est une vaste opération de réflexion collective. Il y a vraiment eu une mobilisation au niveau syndical, au niveau communautaire. L'Église locale était très, très impliquée avec Jacques Grandmaison. Saint-Jérôme était dans une dynamique de devenir plus une ville de service qu'au niveau industriel. On est devenu zone désignée, je pense, en 67, 68. Mais le maire Thibault, je pense qu'il était, je sais pas trop, il était pas président du comité à ce moment-là pour les démarches avec Ottawa puis Québec. Et après le maire Thibault, le maire qui a pris sa place, le maire Parent, lui favorisait beaucoup la ville de service. Il me l'avait dit. J'étais à ce moment-là président du Conseil du travail de Saint-Jérôme. En 67, on m'a à ce moment-là proposé un poste comme directeur du syndicat. Donc, le directeur du syndicat ne participait pas aux rencontres avec la compagnie, mais en même temps, on était là pour suivre de près, puis acquérir l'expérience de négociation avec la compagnie, tout ça, tu sais. Et en 68, on m'a proposé de devenir trésorier du syndicat. Donc, ça m'a pas une tâche à plein temps, là, c'est bien sûr. Et donc, j'ai accepté, j'ai été élu en Assemblée générale à chaque fois. En 1970, deux groupes se sont affrontés en élection. Un groupe qui ne voyait pas la réorganisation de l'usine nécessairement autant, peut-être, que nous autres. Et nous autres, on croyait au contraire qu'il fallait vraiment s'impliquer dans la réorganisation, qui s'appelait une réorganisation en profondeur de l'entreprise. Et finalement, c'est notre groupe qui l'a emporté en élection. Un mois de temps. Vraiment, la cabale dans l'usine, puis la grosse cabale à part de ça, puis c'était une grosse élection. Mais on l'a emporté avec des fortes majorités. Ça a été vraiment là, des années d'effervescence. C'est à cette époque-là, effectivement, que on me désignait comme président du Conseil du travail de Saint-Jérôme. On participait déjà avant au Conseil du travail, ça c'était régulier. Et j'avais été désigné probablement quand je suis devenu trésorier pour représenter le syndicat de la Régine au Conseil du travail. Puis, à l'intérieur du Conseil du travail, il y a un changement qui s'était opéré aussi à ce moment-là. Les employés municipaux avaient commencé à participer activement. Les pompiers étaient là aussi. Avant ça, le Conseil du travail, c'était beaucoup lié à l'entour des trois grands syndicats, les trois grandes usines. Il y avait aussi toute cette démarche-là qui a commencé à peu près dans la même période de temps, d'avoir une action plus intersyndicale, donc avec la CSN puis avec la CEQ. Et ça va avoir un très gros impact au niveau de Saint-Jérôme qui va nous amener évidemment à la grève générale du Front commun. Bon, on était peut-être naïfs, je sais pas, là, mais bon, on disait si les conditions de travail sont meilleures, ça devrait influencer aussi le secteur privé, ces choses-là. Donc, oui, il y avait un geste de solidarité, mais il y avait aussi, par rapport à nous autres, on disait ça peut aider notre cause. Il y avait une passerelle qui communiquait avec la grande usine qui était à l'autre côté. Fait que nous autres, même moi que j'ai travaillé là, l'apporter des ballots de laine quand il n'y avait plus d'espace de l'autre côté. Des fois, ils recevaient un plein bateau de ballots de laine qui venait d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Ça fait que là, quand on n'avait plus de place là, au bord, on traversait puis on venait entreposer ça dans le bâtiment qu'il y avait ici. Quelque chose là, qui était important. On voulait que ça se traduise dans la façon de travailler. C'est toute je dirais, comme je dis, le travail, c'est le socle. Hein? C'est le socle. Le bouillonnement, la réflexion collective de la fin des années 60 et du début des années 70 a fait du syndicat de la Regent Knitting un acteur important qui voulait prendre son sort en main et qui souhaitait pleinement participer
à une relance de l'entreprise pour garantir les emplois. Et dans le cadre d'un programme d'adaptation de la main-d'œuvre, des études sont faites sur le plan technique et sur le plan sociologique. Le syndicat est au premier plan de ça. Malheureusement, l'employeur, lui, il participe de façon un peu insouciante et ne respecte pas les engagements qui sont pris lors de ces discussions. Ça va mener à des affrontements nouveaux et même à l'occupation de l'usine. On marchait sur deux fronts, ce qui n'était pas toujours facile, c'est bien évident. La convention collective de 69 était échue. La compagnie avait annoncé déjà à ce moment-là des mises à pied massives qu'elle allait faire. Il y a eu un renouvellement de convention collective. Les salaires ont été gelés, même s'ils étaient déjà très bas. On a accepté finalement, dans une perspective qu'il y aurait une étude de réaliser pour voir la possibilité qu'on enclencherait une réorganisation au niveau de l'usine et que le syndicat, au nom des travailleurs, était pour participer très, très activement sur le comité. De là, un comité d'adaptation de la main-d'œuvre qui a été formé. Et dans la convention collective, il y a deux clauses qu'on a fait accepter qui nous donnaient des poignets pour pouvoir suivre de près la réorganisation de l'usine. Et ces deux clauses-là, c'était d'une part la création d'un comité de consultatif qu'on appelait. Donc, il était composé de 2 représentants de la compagnie et de 2 représentants du syndicat, avec mandat de traiter tous les sujets concernant la réorganisation au niveau de l'usine, donc au niveau de la production en particulier. Le mot consultatif veut dire « je vous consulte et je fais ce que je veux ». Mais dans la clause du comité consultatif, c'était pas ça que ça disait. C'était que lorsqu'une question était discutée, qu'on en vienne à un consensus de part et d'autre. L'esprit était vraiment d'avoir une table commune pour mettre les problèmes sur la table et trouver des solutions au niveau de la réorganisation de la production en particulier. Et la deuxième clause, c'était qu'on avait fait accepter, c'était que les départements, je vous l'ai dit tantôt, il y en avait 15, 18 départements. Les départements, il y avait les équipes, les travailleurs, les travailleuses, chacun des départements pouvaient désigner parmi eux autres leur première femme ou leur premier homme, qui était l'équivalent de contremaître, contremaîtresse. Et là, il n'y avait pas d'ambiguïté. Là, c'était clair, c'était vraiment les équipes qui désignaient. L'exécutif syndical, après avoir discuté avec les délégués syndicaux, tout ça, qu'on a pensé à cette formule-là, dans notre jargon, nous autres, d'ouvriers. Edouard l'a reçu, il a été capable de mettre la chair alentour du squelette, comme on dit. Et Jacques Gramaison les a écrites avec Edouard qui dictait, puis là, Jacques, lui, qui était capable de donner les phrases qu'on va trouver dans la convention collective de l'époque. Dans ce sens-là, ça a été vraiment les conditions, donc la création d'un comité d'adaptation de la main-d'œuvre, ces deux clauses-là qui se trouvaient dans la Convention, pour que les travailleurs acceptent un gel de salaire malgré les très bas salaires qu'il y avait à cette époque-là. Et là, ça va nous conduire à toute la réorganisation de l'usine. Là, on est rendu fin novembre, début décembre 72. Donc, convention collective signée, oui, mais malgré ça, des mises à pied. On sait que le travail se fait à Montréal. Donc, on a à ce moment-là négocié. L'employeur accepte à ce moment-là de revenir sur sa décision. Il est supposé de réembaucher 40 personnes. Au bout de 15 jours, 3 semaines, on se rend compte qu'il y a seulement une dizaine de personnes d'embauchées. On se rend dans le bureau du président à l'époque, M. Marvin Grover, puisque le père fondateur, Ben Grover, est décédé en 1967. Donc là, on dit à Marvin, l'entente n'est pas respectée. On dit, respectée. Ben, on dit non. Il dit, vous avez 10 personnes, il dit, qui travaillent au taillage. Vous avez des couturières là-dedans. Il dit, oui. Ces personnes-là, il dit,
Ils vont faire l'autre opération. En réalité, vous êtes rendu à 25-30 personnes. Là, il nous arrête, là, donner un coup de pied, on sait où, puis ça n'aurait pas été pire que ça. Mais on a dit, ça se peut pas, c'est pas vrai. C'était tellement gros, puis il n'y a pas du tout, il était assis à son bureau, puis il nous regardait, puis c'était tellement gros qu'on a dit, mais non, ça se peut pas, ça n'a pas d'allure. Ça fait que là, on s'est choqué. Moi j'étais choqué. À un moment donné, il y en a une couple qui était avec nous autres, qui ont foncé carrément sur Glover. Là, la peur l'a pris, il est parti. Puis il a sorti par la petite porte de côté de son bureau. Il était en corvette, il prenait toujours en corvette, lui, mauvais. Il a embarqué dans sa corvette, puis il a fait avoir le poil partout. Moi, j'ai toujours dit par après, heureusement, par exemple, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé à soi. C'est de se faire mentir de même en pleine face, c'est pas possible. Fait que là, tout de suite, au mot d'ordre, on a passé. L'usine, toute la production s'est arrêtée. On s'est ramassé à la cafétéria en bas. Et on a annoncé ça au monde. Le monde, ça pétait de rage dans la cafétéria, c'est pas le mot. Et l'occupation de l'usine a commencé là. Ben, elle va durer 3 semaines de temps. C'était une occupation qui se vivait 24 heures par jour. 7 jours par semaine. On avait des équipes, comme de raison. Le monde couchait à l'usine, tout ça. On s'était organisé des lits de camp, etc., etc. Bon, on passe tout. Puis il y avait vraiment de l'ordre. On avait formé un grand comité de discipline, puis d'encadrement, puis ce que c'est qu'on veut, de propreté. Il y avait des personnes responsables pour tenir les locaux propres, ce que tu veux. Des rondes qui étaient organisées dans les départements, puis s'assurer que la machinerie n'était pas sabordée, puis bon, donc il y avait vraiment toute une organisation qui s'était mise en place, c'était pas l'anarchie du tout. Durant l'occupation, il y avait des négociations. On savait que Glover, lui, avait porté plainte à la SQ pour occupation illégale de l'usine. Il fallait rétablir les ponts rapidement avant que ça dégénère encore plus. L'autre activité qui a été faite, c'était que effectivement, on a commencé à faire des visites de département à département. Donc, des couturières qui allaient découvrir la teinturerie, le tricot, puis l'inverse. Puis c'était vraiment nouveau. Puis là, il fallait entendre des témoignages des couturières quand il y avait la teinturerie. Par après, il y en avait qui me disaient ça, puis ils disaient, mais ça n'a pas d'allure, c'est l'enfer, ça pue, on creve là-dedans, c'est ci, puis c'est ça, puis ce que tu veux, bon. Puis l'inverse, quand les teinturiers ils arrivaient à la couture, puis là, ils lui montraient c'était quoi le travail à la pièce, puis tout ça, puis bon, en tout cas. Fait que, donc, ils venaient de découvrir, et ça a été pour briser ce travail à la pièce, là, qui est si puissant dans l'organisation du travail. Là, ça a été vraiment l'outil qui a permis de briser ça dans l'esprit du monde. Et ça va aussi nous donner le dessein de dire que quand l'usine va fermer 2 ans plus tard, bon, ben là, au moins, quand on parlait de l'usine dans son entier, on savait de quoi qu'on parlait. Au niveau de Saint-Jérôme, on a organisé pendant 2 dimanches, je ne me trompe pas, des visites guidées. Donc, de nos familles, de nos amis, du monde en général. Je pense qu'on peut dire que ça a eu un impact très positif de décloisonner le syndicat local, le syndicat de l'usine, pour amener la population à se solidariser à lui dans ce cadre-là. Et donc, on avait organisé 2 dimanches de mémoire pour visiter au niveau de l'usine. Et ça avait été vraiment merveilleux aussi. Moi, je me rappelle, ma mère était venue, comme toutes les familles, tout ça. Puis après ça, bon là, il savait beaucoup plus de ce qu'on parlait, tu sais, à ce niveau-là. Puis c'était très solidaire aussi à ce qu'on vivait. On a réussi à rétablir les ponts. Jacques Grandmaison, encore là, avait joué un rôle important pour nous aider. La fin d'occupation s'est faite l'avant-veille de Noël, quelque chose comme ça. La proposition, elle a été acceptée par 80% environ des travailleurs et des travailleuses. Et ça s'est avéré que Glover a respecté l'entente. Et oui, effectivement, que le nombre de personnes, je pense que c'était 120 ou 140, comme je disais, ils ont été embauchés, et puis ça fonctionnait, bon, jusqu'à la fermeture définitive, mais
par rapport à l'occupation, on avait atteint notre objectif. Regarde le mur. Tu vois-tu, le mur, la brique n'est pas la même couleur. Il y a une raison, c'est que l'usine était rattachée au mur. Les surintendants, l'hiver, il n'y avait pas besoin de sortir à l'extérieur. Il y avait une entrée, puis il passait par la teinturerie, puis il s'en allait, il était trop la chaleur. La bâtisse appartenait à Grover et il doit ça à bon marché pour ses surintendants. Tout pendant le conflit, le monde disait, il s'y prenait autant soin de nous autres qu'en soin de ses surintendants. Alors, il a jamais eu de grève ici. Ce qui était réussi, par exemple, c'est le travail comme base de la société. C'est pas l'argent. C'est ça que je chantais avec les ouvriers de la Légion. Ils sont en erreur, les autres. Ils sont en erreur. Malgré l'entente intervenue à la suite de l'occupation de l'usine, le climat par la suite se détériore. L'employeur ne fait pas les réformes prévues et les relations de travail sont mauvaises. Et même, il annonce la fermeture de l'usine sans prévenir. Et il décide de transférer le reste de la production dans son usine de Montréal. Le syndicat s'y objecte fermement et même propose de finir lui-même la production, mais en mode autogéré. Pendant cette période, on comprend qu'on peut très bien, collectivement, gérer l'usine. C'est ce qui fera germer l'idée qui donnera lieu à la création de Tricophilie. Là, on est rendu à 73. Là, la réorganisation, là, les études se réalisent. Donc, Kurt Unselman réalise l'étude technique. Jacques à la maison et son équipe réalisent l'étude sociologique. Et finalement, l'étude technique dit oui, il y a possibilité de réorganiser l'usine, mais à des conditions. Des conditions financières, puis des conditions aussi de réorganisation de la gouvernance et réorganisation du réseau des ventes puis de la production. Puis l'étude sociale de Jacques Gramaison révèle que les travailleurs, ils ont, malgré le désenchantement qu'ils ont envers l'employeur, c'est des personnes qui aiment leur travail, qui sont fiers de leur travail, et que s'il y a réellement une réorganisation, puis qu'ils sont impliqués dans cette réorganisation-là, ils veulent faire confiance, puis ils veulent continuer. Et donc, on avait les éléments positifs pour, effectivement, enclencher le comité, et le comité consultatif que je vous ai mentionné tantôt, a, effectivement, embarqué dans un processus là, de réorganisation au niveau de l'usine. La compagnie qui veut continuer sur le même modèle. Puis nous autres, le syndicat, bien, il y a tout le cheminement que les travailleurs et les travailleuses ont fait à l'intérieur de l'usine. Il y a à l'époque aussi un renouvellement dans la convention collective. Là, donc la convention collective, on est rendu à 1974. Donc, on commence à parler de la nouvelle convention collective. Il y a des mises à pied qui se font aussi à l'époque. Pas massives, mais qui se font aussi. Et là, on n'a plus les mêmes préoccupations. Autant qu'on avait une préoccupation de l'organisation, que là, on a aussi une préoccupation de dire tu veux te battre avec ces vieux outils-là, ben on va se battre. Puis on va y aller, puis là, on est rendu devant le tribunal, puis tout ce que c'est que tu veux. Ça se dégrade graduellement jusqu'à ce que Grover annonce définitivement la fermeture de l'usine sans aucun préavis. Là, tu avais une clôture de 6-7 pieds de haut avec des barreaux. Alors là, dans une prison au bout de l'année, tu sais. Puis avec les portes qui se fermaient, puis tout ça. Fait que là, les portes étaient fermées, une grosse chaîne, cadenas, puis des petites pancartes rouges fermées. Ça fait que ça, c'était fini. Puis là, l'autre côté de la clôture, donc nous autres, on est sur le trottoir. L'autre côté de la clôture, là, il y avait engagé des fiers à bras qui venaient du sud-ouest de Montréal. Puis il y avait des chiens policiers avec eux autres. Ça fait de là l'image qu'on a partie, on a dit les chiens à 2 pattes et à 4 pattes. Sans le savoir, Grover, c'est peut-être le plus grand mépris qu'il y a eu envers nous autres, c'était d'engager ces fiers à bras-là à l'intérieur de son terrain. Parce qu'il y avait tellement une appartenance forte que nous autres, on avait à l'usine puis à notre travail, que c'était peut-être la plus grande insulte qu'ils pouvaient nous faire. Et moi, que j'en attendais parler, puis tout le temps qu'ils ont été dans l'usine, c'était vraiment la référence. C'était quasiment pas croyable. C'était vraiment cette image-là de dire... Puis là, s'il a mobilisé dans un premier temps tout le monde, là,
Puis le milieu jérômien aussi, là, le milieu jérômien, là, c'était, pour eux autres, là, c'était inacceptable qu'ils aient été chercher des fiers à bras de Montréal pour mettre ça dans l'usine contre nous autres. T'sais. Puis nous autres, notre mobilisation, c'est vraiment faite à ce niveau-là. La meilleure image que je peux vous dire, puis ça, c'est pas des mentries que je compte, c'est que là, il y a eu un comité au niveau de l'usine, spontanément, il y en a, ils ont dit, il n'y a pas un restaurant à Saint-Jérôme qui va les nourrir, ces enfants de chiennes-là, puis là, il y en avait bien d'autres choses qui se rajoutaient. Ah non, il y a vraiment eu une solidarité locale comme c'est pas possible durant cette période de temps-là. Je pense qu'ils n'ont pas été 15 jours à l'intérieur de l'usine. On a dit à Grover, première chose, on a dit, c'est que tes fiers à bras, ils sortent de là. Deuxième chose, tu ne sors pas de production. Tu fermes tes potes, ferme-les. C'est nous autres qui faisons la production. Il n'est pas question. Parce que lui, il voulait l'amener à Montréal, à son usine, ça lui partenait. Il n'est pas question que tu sortes de production. C'est que là, la première chose, effectivement, qui s'est réglée, c'est qu'ils ont sorti de l'usine, en dedans de 15 jours. L'autre point, là, ça a pris un gros, je dirais un bon 2 mois, que Grover, il ne voulait pas entendre. Il voulait toujours le sortir. Il était même prêt à un moment donné à nous donner un peu d'argent pour pouvoir le sortir. On a refusé. On a dit non, il n'est pas question, on l'a fini, la production. Là, durant qu'on négociait à Grover, quand l'usine, le lundi matin, quand on est arrivé devant l'usine, là, on a dit à tout le monde, on s'en va à l'hôtel La Pointe. Puis là, on a fait le point. Le monde a dit, pas question qu'ils sortent de l'usine, il faut qu'on monte la garde là, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, on va les tenir en dedans. Ça fait que ça, c'est une chose. Puis l'autre, on a dit, il faut qu'on se retrouve à tous les jours. En fait, là, c'est là nos rencontres au sous-sol de la cathédrale qui vont commencer. Et là, durant ces rencontres-là, au sous-sol de la cathédrale, c'est là où le monde a été plus loin. Là, ils ont dit, Grover, c'est fini. Et on dit, il a fermé. On passe à d'autres choses. Là, on a dit, il faut essayer de trouver un autre employeur. Mais là, à ce coup-là, on disait toujours collectivement, un autre employeur où on va avoir une co-gestion, où là, nous autres, ce ne sera pas juste un comité consultatif, ça va être vraiment une co-gestion. Là, à ce moment-là, rentre dans le décor activement Jean-Guy Frenette de la FTQ, qui nous a aidé beaucoup à ce moment-là, et on a commencé à se préparer de dire, bon, ben là, on va, comment ça pourrait s'organiser la co-gestion dans ce cadre-là. Et c'est là qu'il a germé la corvée, comme on l'appelait, l'occasion de vérifier dans le concret si on était capable, effectivement, d'organiser la production par nous autres-mêmes. On a fait une proposition à 140 000 au plus tard, telle date, au début janvier, à sortir la production, et en respectant la date et en respectant la qualité qu'ils s'attendaient d'avoir de nous autres. Puis on a eu une lettre de confirmation de Grover à l'effet qu'il était satisfait tant de la date que de la qualité des vêtements reçus, parce que ça avait été beaucoup les vêtements, mais le tissu aussi. Et ça, pour nous autres, c'était quasiment un diplôme à l'époque d'avoir ça. On faisait la démonstration aux autres partenaires à l'effet qu'on était capable, effectivement, de pouvoir s'organiser dans ce cadre-là. On s'est prouvé à nous autres, on a prouvé au gouvernement, on a prouvé à la population qu'on pouvait travailler, faire l'ouvrage avec une main expérimentée, sans avoir des supérieurs pour nous dire quoi faire. C'était un des temps forts qui a uni, malgré le déchirement de la fin de l'occupation, tout le monde au niveau de l'usine. Parce que dans la centaine, 125 travailleuses, travailleurs qu'on a toujours œuvré pour travailler à réouvrir l'usine, c'est-à-dire qu'on se rencontrait 5 jours par semaine, des demi-journées, une demi-journée par jour au sol de la cathédrale. Puis il y en avait plusieurs, d'eux autres, c'était toute la journée parce qu'ils étaient sur des comités de travail, puis tout ce que tu veux. Tu avais la quasi-totalité de ceux qui avaient rejeté l'entente qui se trouvaient parmi les plus actifs dans l'élaboration de tout ça et la réalisation de la corvée. C'était vraiment une période, là, on ne voyait pas filer le temps, comme on dit. On volait. Un coup, le contrat était complété, c'est qu'il fallait quitter l'usine.
Nous, on avait essayé de pouvoir rester à l'intérieur de l'usine. On n'a jamais voulu. On dit, vous quittez l'usine. C'était ça qui avait été convenu aussi. Mais on ne pensait pas que ça serait si dur que ça de quitter l'usine. Et là, il a voulu quitter et retourner au sol de la cathédrale. Mais ça nous a, en même temps, ça nous a encore plus convaincus de dire qu'on veut réouvrir l'usine définitivement. On n'avait toujours pas trouvé de partenaire. Il y avait la stratégie d'essayer d'intéresser le ministère de l'Industrie et Commerce de Québec, que par le biais d'un de ses bras financiers, il était propriétaire d'une usine de textile, la salle Tricot. Ça fait que l'idée, ça a été que la salle Tricot se porte acquéreur de l'usine et qu'il crée une co-gestion avec nous autres, les travailleurs. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça fait qu'on a regardé dans le privé. À un moment donné, il y a eu des investisseurs de Saint-Jérôme qui ont étudié le dossier. Mais au bout de l'année, ils n'ont pas embarqué. Après la corvée, on s'était convaincus qu'on pouvait s'organiser. C'est là qu'on a dit, on y va nous autres mêmes, en embauchant des cadres extérieurs au niveau des grands postes de gouvernance, au niveau des finances, de la direction générale, des ventes, puis la production. C'était la stratégie, en gros, qui avait été mise en place. Et à ce moment-là, on prenait la décision de dire ça va être sur un modèle autogéré. Et de là est né Tricofil. C'est un peu incroyable, hein, quand tu regardes cette immensité-là, que c'était tout construit. C'était vraiment immense comme usine. D'ailleurs, il y en avait beaucoup qui disaient, oh, qu'est-ce que j'avais pensé, c'était bien trop grand. On le savait, c'était bien trop grand, mais c'était ça où ça en allait chez nous, c'était pas bien compliqué. C'était pour ça que, rendu vers la fin, on avait été capable de réaliser notre projet, de pouvoir se relocaliser dans le parc industriel. Là, ça aurait été, mais il est arrivé qu'est-ce qui est arrivé. Quand tu tues le travail ou bien non, quand tu le déshumanises, ça a des répercussions partout dans la société. Et ça veut dire en même temps que le travail est fondamental, même pour nos militances, nos engagements les plus profonds. La décision collective est prise, on veut s'autogérer. Mais il ne suffit pas de le penser, de le dire ou de le vouloir. Il faut des moyens physiques de le faire. Il faut une usine, il faut des moyens de production, des machines. Il faut des approvisionnements en matières premières. Il faut être capable de payer des salaires et se payer un minimum de moyens de gestion. Comment faire pour trouver cet argent? Les travailleurs font un calcul tout simple que des centaines d'hommes et de femmes à la rue, à cause d'une fermeture d'usine brutale, ça coûte beaucoup plus cher à l'État qu'un peu de soutien financier au démarrage d'une entreprise. Il s'adresse donc au gouvernement du Québec. Or, le Parti libéral du Québec, au pouvoir à ce moment-là, n'a pas beaucoup de sympathie pour ce genre d'expérience. Depuis quand des travailleurs et des travailleuses peuvent-ils gérer une entreprise? Et la réponse vient assez rapidement, c'est non. Le gouvernement ne voit pas l'utilité d'intervenir dans le dossier. Avec l'aide de ressources locales, l'aide aussi de la FTQ, Jean-Guy Frenette, le chanoine Jacques Grandmaison, ils refont leur devoir. Ils préparent une nouvelle demande au gouvernement. Et ils négocient aussi avec le propriétaire de l'entreprise, Grover, la location de l'usine. Celui-ci ne leur fait pas du tout de cadeau. Ce vieil équipement, cette usine désuète qui n'a pas été modernisée pendant des dizaines d'années, il leur loue 17 000 $ par mois. Le bail implique que 3 mois de loyer doivent être versés avant le 15 février. Entre-temps, on attend toujours une réponse du gouvernement qui ne bouge pas. C'est dans ce contexte que les travailleurs décident d'occuper l'hôtel de ville de Saint-Jérôme, dont le maire Parent, est député libéral. Coup de théâtre, moins d'1 heure avant l'échéance, le gouvernement finit par céder
et décide d'accorder un premier prêt de 51 000 $ au syndicat. Pour les artisans de Tricophile, ce prêt de 51 000 $ du gouvernement québécois est un feu vert. C'est la reconnaissance du fait qu'ils peuvent très bien démarrer l'expérience et qu'ils ont le soutien du gouvernement. Camarade, il ne reste pas grand-chose à dire. Un matin, j'en ai vu, puis moi le premier. On pleurait parce qu'on était loin d'être sûr d'atteindre notre but. À soir, j'en ai vu pleurer quand Fernand a parlé. Moi, avec, d'ailleurs, je pleure actuellement. Parce qu'on l'a gagné la crise de bataille. On l'a gagné parce qu'on s'est battu ensemble. Ça n'a pas été facile, c'était dur. Très dur. Ça va être encore dur, mais le pire est fait. Vous l'appelez un matin quand on parlait entre nous autres. On a dit, ça prend le feu vert. 51 000 $. 51 000 $, c'est insignifiant. On serait parti à quêter dans Saint-Jalon pour l'aller ramasser, puis certain, puis vite à part de ça. Mais c'est pas ça qui était important. Ce qui était important, c'est que je pouvais avoir le feu vert, on l'a eu. Pour 300 000, ben ça, on a ça par tranche de 50 000. Hein. Au lieu de l'avoir un peu plus vite, si on l'avait eu un peu plus vite, il me semble, d'après moins 10, on aurait pu partir plus vite, démarrer plus vite. Chaque fois qu'il nous avait une tranche de 50 000, ben, on avait des dépenses encourues. Ça nous tape de tout dans notre production. C'est pour ça que ça partit assez lentement. Puis nous autres, ben, vu qu'on était pris comme ça, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire des gros contrats, puis prendre seulement des contrats à court terme pour arriver. C'est ça qui a tardé le départ de la compagnie. C'était beaucoup plus un laboratoire durant, je dirais, les 2 premières années. Dès le départ, on a manqué de financement. Et on va se rendre compte que jusqu'à dans le milieu du projet, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau gouvernement, on va toujours vivre de crise en crise. Un dossier qui était au niveau des médias comme on l'était, comment vous vouliez ouvrir des marges de crédit, puis ces choses-là, pour acheter du fil, ces choses-là, c'était tout payable comptant, c'était bien évident. Donc, on roulait à la petite semaine au bout de la ligne, mais malgré tout, on réussissait quand même à faire des choses, mais on parlait des contrats. À un moment donné, on était en rupture de stock, de matières premières. Bon, ben là, le directeur des ventes nous disait Dupuis a cancellé, si vous voulez, vous êtes en retard de 3 semaines. Et lui, il n'est pas pour pas de sa saison à cause de nous autres, on comprenait, c'était pas dû. Puis par après, elle n'est pas te présenter là, elle ne va pas te présenter l'année suivante, ils ne sont pas capables. Et donc, on a vraiment marché de même pendant presque 2 ans de temps. C'est vrai que la première année, ça n'a pas été tellement là que ça s'est ressenti, parce que la première année, on était tous sur l'adrénaline de dire, il faut partir ça, il faut que ça marche. Bon. Et ça, dans ce sens-là, le consensus était excellent. Dans la 2e année, là, au fur et à mesure qu'on avançait dans l'expérience, au fur et à mesure que les problèmes devenaient complexes aussi, que la production grossissait, que la pression extérieure était de plus en plus forte aussi au niveau des commandes, au niveau du financement, au niveau gouvernemental quand ils vont réinvestir. Donc, on vivait une situation de plus en plus difficile. Au départ, nous autres, quand on a demandé, effectivement, on a demandé au HEC s'ils pouvaient donner une formation aux administrateurs. Ils nous donnaient, y compris moi-même, ils nous donnaient une formation pour les bilans financiers, puis les différents rapports, puis etc. Et bon, il y a un professeur qui est monté très intéressé, Vernet Félix, qui était d'origine haïtienne, un très, très bon professeur qui comprenait l'autogestion, puis tout ça, sauf qu'il n'y avait pas d'outils en main. Donc, il vulgarisait en même temps que nous autres, suivant ce qu'à un moment donné, on ne comprenait pas, il revenait la semaine suivante avec un outil qu'il avait développé, puis là, qu'il nous soumettait. Fait qu'au bout de la ligne, il nous a donné ça sur une période de plusieurs semaines, quasiment 1 an. Bon, là, c'est sûr que là, il y avait un premier cahier qui était un peu plus adapté, mais ce cahier-là, on l'avait fait au fur et à mesure. Formation qui n'était pas donnée ses heures de travail. On considérait qu'on était bien trop pris dans le jus pour se donner
2 heures de formation par semaine, donc c'était à l'extérieur des heures de travail. Le lendemain matin, il fallait rentrer à nos heures habituelles. Donc, on voit comment que c'était sur le tas. Le permanent syndical s'arrachait les cheveux de sa tête complètement. Malgré toute sa bonne volonté, il ne comprenait absolument rien. Ça a été à un point où, à un moment donné, il nous a carrément dit de changer de syndicat parce qu'il dit « je ne peux pas vous aider ». Donc, on a, avec son accord, un autre, François Gagnon du STEC, il nous a accueillis. François, il a fait tout son possible. Donc, on inventait. À chaque jour, suffisait sa peine. Puis, on inventait. Après presque 2 ans de survie à la petite semaine, les artisans de Tricophile qui sont locataires de leur usine croient qu'il faut consolider l'expérience. Il leur faut pour cela une bonne marge de crédit, il faut un soutien financier et ils s'adressent à nouveau au gouvernement pour garantir un emprunt dans une entreprise bancaire. La réponse du ministre Saint-Pierre se fait attendre, mais quand elle arrive de façon insolente. La délégation de Tricophile est convoquée et en arrivant là-bas, croyant qu'ils allaient avoir un tête-à-tête avec le ministre, ils découvrent que des journalistes sont là. Et non seulement les journalistes sont arrivés avant eux, mais ils ont en main un communiqué de presse dans lequel le ministre annonce qu'il ne va pas soutenir Tricophile dans sa demande de garantie pour un prêt bancaire. Les travailleurs et travailleuses de Tricophile ne baissent pas les bras. À la suite de ce refus du gouvernement qu'ils considèrent comme une gifle, ils décident de faire comme toujours, de prendre leur sort en main. Avec l'aide du mouvement Desjardins, dont l'un des dirigeants, Alfred Rouleau, leur ouvre des portes, avec l'aide de la FTQ qui continue à rameuter ses troupes pour soutenir l'expérience, avec l'aide de Mme Lise Payette, une célèbre animatrice à l'époque, ils vont entreprendre une grande campagne de souscription et une grande campagne de soutien à l'expérience de Tricophile. Avec tous ces moyens qu'ils vont réunir, ils seront en mesure de devenir acquéreurs de l'usine. Peut-être parce qu'on était, puis qu'on est encore sous le choc de l'émotion puis de la fatigue, qu'on n'a pas ces réactions là, d'exubérance que vous avez puis qu'on a dans de telles circonstances. Mais c'est une victoire spectaculaire. Cette usine-là, c'est à vous autres. On y a pas tellement cru dans bien des milieux. Puis Paul André l'a répété, il y avait un tas de scepticisme tout au long, même parmi vous autres, les travailleurs. Mais c'est à vous autres, là. Tout ça, là, toutes les briques, toutes les machines, tout ça, c'est à vous autres. Quelques mois après l'achat de l'usine, le Parti québécois prend le pouvoir. Ce parti compte plusieurs partisans de l'entreprise Tricophile. On se souvient que les Pierre Marois, Jacques Parizeau, Lise Payette les ont soutenus activement. Donc, ils auront un meilleur soutien financier de la part du Parti québécois, une meilleure compréhension de l'expérience. Et en 1979, le Parti québécois va amender la loi et créer un cadre légal qui va permettre à l'entreprise autogérée de devenir une coopérative ouvrière de travail. Il y avait une volonté commune, tant au niveau syndical qu'au niveau de Tricophile, d'avoir une expérience Tricophile positive
et d'avoir un syndicat qui sortait fort de toute cette expérience-là. Je pense qu'on peut résumer de même. Quand l'usine est pour partir et qu'on part en autogestion, on est conscient que les rôles doivent être mieux définis et que ça prenait un conseil d'administration de Tricofil, c'était bien évident, et que ça prenait un syndicat. Ça, il y avait une volonté du collectif de maintenir un syndicat jusqu'à la fin. Moi, ça m'amenait à faire un choix. On m'avait proposé de dire que si je voulais devenir président du conseil d'administration, qu'on me voyait bien là. Ça fait que lors d'une assemblée générale qui a suivi assez rapidement la réouverture définitive de Tricofil, au début, durant l'hiver 75, je deviens président du conseil d'administration et on me remplace au poste de président du syndicat. Dans le sous-sol de la cathédrale, on avait, parmi les choses qu'on avait travaillées, c'était une convention collective adaptée dans la réalité d'autogestion ou de cogestion, mais là on était rendu, c'était l'autogestion. Ça fait, dans cette convention collective-là, bon, évidemment, il y avait l'abolition du système de bonus, c'était très, très significatif pour nous autres. Il y avait toute la question aussi du travail égal entre les femmes et les hommes, que ça avait été beaucoup discuté au sol de la cathédrale. Et ça avait été une chose reconnue et appliquée aussi au niveau de la convention collective, maintien de la clause des premiers hommes, premières femmes. Et le comité consultatif devenait véritablement, là, dans cette convention-là, un comité de gestion. Donc, il y a un comité de gestion qui va fonctionner jusqu'à la fin de Tricofil aussi, qui où il y avait 2 représentants syndicaux et deux représentants de Tricofil. Le syndicat siégeait sur le conseil d'administration. Il était au cœur de toutes les décisions prises. Et les livres, il y avait accès aux livres, tout ce que c'est compris. J'ai été pendant quelques années à éviter de passer ici, après la fermeture de Tricofil. Sachant trop tout ce que c'est le contexte dans lequel ça s'était fait pour la fermeture de Tricofil, ça me faisait trop mal. Ça me faisait trop mal. Là, au début, la vie continue, il faut bien. Je suis fier d'avoir été capable de comprendre que là où l'avenir se joue, puis encore aujourd'hui, c'est avec eux autres. Puis l'importance capitale du travail, de sa dignité, puis de ses rôles qu'il peut jouer, un rôle y compris démocratique. Malgré le soutien financier important du Parti québécois au pouvoir, malgré des efforts considérables pour assurer la survie, le développement de l'expérience de Tricofil, les travailleurs connaissent de grandes difficultés. On tente de réorganiser la production en abandonnant certaines parties, certaines opérations moins rentables. On tente même d'acheter une entreprise de textile complémentaire. On fait différentes manœuvres. On atteint un peu une certaine rentabilité. Mais au début des années 1980, la crise économique frappe de plein fouet. Et dans un contexte où déjà l'industrie du textile est déclinante, l'industrie du textile qu'on ne protège plus par des quotas abolis par le gouvernement fédéral, il devient très difficile pour les travailleurs et travailleuses de Tricofil de poursuivre l'expérience. Et finalement, le coup de grâce est donné par le mouvement des Jardins qui demande le remboursement de son hypothèque. C'est la fin de Tricofil. Ma conjointe, Jacqueline Richer, était devenue présidente du syndicat de Tricofil en 1979.
Une nouvelle équipe de gestionnaires qui sont mis en place avec un mandat de viabiliser l'entreprise, une dernière intervention gouvernementale, un investissement de 1 200 000 avec une mise en veilleuse de l'autogestion, mais en même temps, les travailleurs ont trop conservé les pleins pouvoirs décisionnels comme votants. Jean-Guy qui m'a remplacé au poste de président du conseil d'administration. Effectivement, au bout d'1 an et demi environ, les résultats ont été positifs. Tricofil a atteint la viabilité économique. Bon, ce pas des profits faramineux, mais par rapport à des pertes l'année d'avant qui étaient probablement autour de 300, peut-être davantage 400 000 il y avait un bénéfice de 60 000 Les travailleurs et les travailleuses étaient contents. Il y avait eu, pour atteindre la viabilité économique, il faut dire qu'il avait quand même arrêté, il avait été obligé d'arrêter la section de fabrication des vêtements. Ça avait été arrêté complètement. Donc, il avait concentré uniquement au niveau des tissus, tissés et tricotés. Et la résine de velours, à l'époque, était très populaire. Ça avait fait consensus au niveau des travailleurs. Les travailleuses qui avaient voté en Assemblée générale ces décisions-là, avec la promesse que la couture réouvrirait ses portes lorsque la viabilité sera atteinte. Et effectivement, il y avait eu une tentative de redémarrer des opérations au niveau de la couture. Au niveau du vêtement, il n'y avait plus rien à faire. Au niveau du tissu, ils pouvaient encore tirer leur épingle du jeu. Bon, la preuve, c'est qu'ils ont réussi à travers cette crise-là, quand même, à atteindre la viabilité économique. Ça, c'était un plus au niveau de l'équipe de gestion qu'il y avait là. Et au niveau du consensus qui se dégageait dans l'usine autour de la confiance de cette équipe de gestion-là. Ces 4 personnes-là qui avaient été embauchées de l'extérieur. Ça, c'était des plus. Moi, à ce moment-là, je n'avais pas encore quitté, j'étais sur le conseil d'administration. J'étais secrétaire. On m'avait demandé de continuer sur le conseil d'administration, puis j'avais trouvé ça intéressant. Je l'avais fait pendant 1 an de temps. Et effectivement, les décisions qui se prenaient, je les trouvais rationnelles, puis je les partageais. D'ailleurs, je travaillais à l'intérieur de l'usine à ce moment-là. On est rendu à 79. On arrive avec deux décisions opposées. Le syndicat, lui, il se dit, on a atteint la viabilité économique, c'était notre objectif. À cette heure, il faut se donner les moyens pour se moderniser, pour assurer aujourd'hui, on dirait, notre pérennité au niveau de notre continuité, au niveau de l'entreprise, de la coopérative. Ça, je pense que c'était pas mal la vision syndicale de l'exécutif, puis tout ça, et qui était partagée dans l'usine. Alors qu'au niveau de la direction générale et au niveau du conseil d'administration, on voyait davantage la possibilité de consolider un réseau de textiles alentour de Tricofil. Et ça l'a amené à ce moment-là à faire des recherches pour se porter acquéreur d'une autre usine qui pourrait venir renforcer les opérations. Le projet n'a jamais été discuté en Assemblée générale, n'a jamais été discuté dans l'usine, ni rien de ça. Et quand la décision finale a été prise, j'étais plus au conseil d'administration. Là, il y a eu effectivement l'achat de l'usine de Pinatel à Joliette. Une usine qui faisait la finition du tissu. Et dans ce sens-là, il était complémentaire à ce que Tricofil faisait au niveau de la teinturerie, puis au niveau du tricot. Et là, ça a posé le problème au moins à 3 niveaux. Un premier niveau, c'est la compréhension à l'intérieur de l'usine. Quand les membres ont voté pour l'achat de l'usine. Une assemblée générale s'est tenue rapidement. Et la décision elle a été prise immédiatement en dedans d'une heure. C'est quelques jours après que le monde a commencé à poser des questions. Oh, tu parles des jobs, l'usine à Joliette, c'est quoi cette histoire-là? Puis, à force de se faire poser des questions, le directeur général il a fini par faire une assemblée générale. Et là, il a été obligé de dire qu'effectivement, le département finition de Saint-Jérôme fermerait ses portes, vu que la machinerie à Pinatel était plus moderne, et qu'il y aura une navette d'autobus qui s'organiserait pour les voyager matin et soir à Joliette, puis revenir à Saint-Jérôme. Donc les travailleurs ont dit, ça n'est qu'une tête.
On s'en ira pas Joliette le matin, voyons, on dit, c'est impensable. Et là, le directeur général, il a organisé à ce moment-là une couple d'autobus pour aller visiter l'usine de Pinatel à Joliette. Bon, on a constaté effectivement qu'il y avait de la machinerie beaucoup plus récente au niveau pour la finition, tout ça. Fait, sur le plan technique, ça semblait se tenir. Sauf que là, on n'est pas question qu'on voyage. Bon, ça, c'est la première chose. Mais l'autre élément aussi qui a mis du sable dans l'engrenage, c'est que l'usine de Pinatel à Joliette, elle était syndiquée, mais à la CSN. Nous autres, on était à la FTQ. Puis là, les travailleurs de Joliette n'étaient pas informés de rien, eux autres, évidemment. Tout d'un coup, ils voyaient un autobus du monde qui s'en vient visiter l'usine. Puis moi, je n'étais pas là, de visite, mais le monde me disait, le monde ne savait rien partout quand on est arrivé là. Ils nous prenaient pour des voleurs de job. Bon, là, par après, quand ça a commencé à se parler, ça fait que là, à Joliette, eux autres, ils ne voulaient pas attendre parler de nous autres pantoute. Puis nous autres, à Saint-Jérôme, le syndicat ne voulait pas être mêlé dans cette affaire-là. On n'avait pas les ressources techniques pour être capable de gérer 2 usines. C'est bien beau de dire qu'on avait atteint une rentabilité économique, mais c'était excessivement fragile. Donc, tout était à faire pour consolider ça. Il faut dire que Pinatel avait été acheté pratiquement en situation de faillite. Donc, tout était à faire aussi. C'est bien évident que là, le petit peu qu'on avait réussi à ramasser, on l'a tout mangé avec Pinatel. Puis les résultats de ça, ben là, Tricofil est rentré dans une grosse crise économique, puis finalement, ça a été incapacité de compléter pour continuer à payer l'hypothèque, puis les taxes dues à Saint-Jérôme. On avait une hypothèque, on dépassait 100 000 $. Il y avait des actifs au-delà d'1 million, ça avait été des évaluations indépendantes qui avaient été faites là-dessus. Des jardins. Il en a profité, il a tiré à plat, ça finit là. C'est une façon élégante de se retirer, puis nous casser les reins. Puis après ça, la ville de Saint-Jérôme, ben, eux autres, ils en ont profité pour incapacité de payer des taxes. Puis là, ben, c'était un groupe d'hommes d'affaires de Saint-Jérôme. Ils ont formé un regroupement entre eux autres, puis ils sont portés acquéreurs de tout ça pour une bouchée de pain. L'expérience de Tricofil s'est terminée en 1982. Le travail proprement dit dans l'usine, on peut dire c'est en 81. Parce que de partir de fin 81, là, même milieu 81, il n'y avait à peu près plus rien qui se faisait à l'intérieur de l'usine. La coopérative en 82, elle a été liquidée. Dans ce sens-là, c'est une fin triste. Tu as le droit de faire faillite. C'est pas un crime, c'est loin d'être un crime. Le patronat fait faillite, il est à cœur de jour, puis il n'y a pas personne qui s'énerve. Mais est-ce qu'on peut faire faillite différemment? En ayant encore des choses humaines, puis qui permet à un groupe de pas se sentir abandonné. Puis, ce qui a peut-être été le plus dur à vivre dans la fin tragique de Tricofil, c'était la façon que ça s'est fait. C'est une assemblée quasi d'information un soir, puis voter, puis ça vient de finir là, puis allez-vous-en chez vous, on ne se revoit plus, puis on ne se reparle plus, puis c'était point de la ligne. Là où je sais que la bâtisse qu'ils ont construite, ça c'était le Worcester qui était là. À un moment donné, j'avais été... il n'y avait pas d'ouvrage dans mon département, ça fait qu'ils m'avaient envoyé travailler au Worcester. J'avais été travailler à peu près un mois de temps. Quand les machines, ça allait bien, ça marchait, je m'en venais dans le châssis, on va dire, comme le châssis que tu vois là. Là, je voyais de haut la petite maison qui est sur le coin. Je regardais la petite maison, les petites maisons, là, je trouvais ça beau. Je me disais, hey, mon Dieu, ça ne peut pas être plus ouvrier que ça. Quand je pars dans mes marches, je vois ça, c'est un souvenir que j'ai tout le temps. Répétons ça dans le contexte. Toute la dimension sociale du travail, foutez le camp. C'est tragique. Puis
Puis quand tu vas par-dessus le marché, tu limoges les gens pour donner plus d'argent aux actuaires, tu sais. Tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne va pas là-dedans. L'expérience de tricophile s'est terminée dans des conditions difficiles. Sûrement pas dans celles qu'auraient souhaité des travailleurs qui l'ont animée. Mais ce n'est pas un échec. Cette expérience-là a été très riche pour ceux et celles qui l'ont vécue de l'intérieur, qui en sont sortis grandis, qui ont acquis de grandes expériences humaines, de grandes expériences professionnelles. C'est aussi une expérience qui a eu des répercussions à long terme sur la société québécoise. On peut penser d'abord au Fonds de travailleurs, le Fonds de solidarité, le Fonds d'action. Tous ces fonds ont été inspirés par cette volonté collective des travailleurs de se prendre en main. On a eu ensuite tout ce mouvement coopératif, des coopératives de travail qui s'est développé, leur regroupement, et toutes les initiatives qui ont été prises ensuite sur le plan de l'économie sociale. Une sorte d'expérience ou d'approche qui maintenant est unique en Amérique du Nord et peut-être même dans le monde. Ce qu'on vit au Québec s'inspire de toutes ces expériences qui ont été menées il y a 10, 15, 20 ou 30 ans par des hommes et des femmes qui voulaient prendre leur sort en main. Ça avait été dans un autre contexte où, par exemple, l'expérience a été bien accueillie dès le départ par le gouvernement, disant il y a là une piste intéressante pour permettre aux travailleurs de contrôler leur milieu de travail. On aurait pu probablement reconnaître les 2 ou 3 premières années de dire bon ben là, ça va être l'apprentissage qui va se faire. Après ça, là, on rentrera graduellement dans un cycle. Et on sait que ça prend au moins 5 ans pour consolider une entreprise. Ça, c'est reconnu par tout le système en place. Qu'est-ce que tu veux, tu sais. Nous autres, tricophiles, 6 mois après, on commençait à entendre parler de rentabilité. Oui, mais êtes-vous rentable, là? Malgré les déchirures humaines qu'on a eues entre nous autres, hein, il y avait un fond d'une vision commune qu'on a partagée jusqu'à la fin. Et après ça, ben, qu'on a véhiculé dans nos propres milieux. Puis moi-même que j'ai véhiculé, évidemment, par la suite, au regroupement des coopérateurs et coopératrices du travail. Un bel acquis qu'il y a eu, c'est l'acquis des personnes qui travaillaient sur la production et qui sont venus travailler, qui ont changé de corps de travail pour que nous autres, on appelait ça, en guillemets, là, dans notre jargon, nous autres, dans le bureau. C'était plus d'administration, mais sous divers angles, là. C'était en ressources humaines, c'était en comptabilité, c'était toute la question des départements des coûts de revient. Donc, il y a différentes tâches, là. C'était pas juste à ce niveau-là, les ventes, au niveau des magasins. On avait 2 magasins à un moment donné à Saint-Jérôme, à Montréal. Quand l'usine a fermé, ben, ils se sont retrouvés des emplois dans leur situation. Bon, dans l'entreprise privée, on va dire, mais quand même, c'était un gros acquis là, au niveau de l'usine, cette capacité-là de prendre des travailleuses, parce que c'était surtout des femmes, de la production pour les amener à des postes de gestion. Un autre acquis aussi, ça c'est dur à mesurer, mais je pense que c'est toute la question de dire de l'autonomie qu'on a acquis. D'être capable de réfléchir, d'être capable d'accepter des réponses, d'être capable de sentir que c'est pas la réponse que tu vas avoir, de poser ta question différemment, et d'être persévérant dans ta démarche, que si tu veux, puis autonome, de faire des choix. Un autre acquis, ça a été la création du Fonds de solidarité à cette époque-là, puis la création de la SDC, la Société de développement coopératif. On a toujours été en faveur, comme je dis, nous, je parle de tricophile, puis je parle de la table de concertation qui a créé le mouvement des coops de travail, etc. On n'a pas été en faveur, on était le fer de lance de dire il faut créer un fonds de capital social responsable pour investir le capital risque responsable. Bon, quelle forme que ça prendra? Bien là, ça prendra la forme que il va y avoir des projets, il y aura des projets collectifs qui vont investir là-dedans, il y aura des projets de développement local. Bon, donc, ensemble, ça devait refléter la dynamique du Québec à cette époque-là. C'était l'opération Dignité dans le bas du fleuve. Donc, tu sais,
C'était tout du monde qui voulait s'en sortir d'une façon ou d'une autre, avec des formules originales, mais qui avait un point commun, c'était la solidarité du milieu, la solidarité des travailleurs, etc. Bon, quand on parlait, nous autres, d'un fonds de création de capital de risque, c'était ça. Puis, pour nous autres, c'était effectivement le mouvement ouvrier qui était le fer de lance. Puis, à l'époque, le mouvement ouvrier, c'était la FTQ, parce que la CSN, il n'en voulait pas, eux autres. Je n'ai pas d'entendre parler, on se faisait récupérer par le système capitaliste. Mais, le fond, il investit directement dans l'entreprise et ils n'ont pas créé une dynamique qu'on aurait pu s'attendre suite à une expérience comme Tricofil ou Tempec, où laquelle il était impliqué, et d'autres expériences aussi, que la FTQ est impliquée, où les travailleurs participaient massivement, de façon importante. Ça, Jean-Guy me l'avait dit, puis je le comprenais. Il dit, les usines ferment partout, il dit, qu'est-ce que tu penses? Il dit qu'il faut qu'on fasse. Si le mouvement syndical s'affaiblit tellement, il dit qu'on devient comme aux États-Unis, on va tout de suite plus avancer. Là-dessus, on était sur la même longueur d'onde. Oui, chapeau qu'il y a eu la création du Fonds de solidarité. C'était un moment historique pour le mouvement syndical de se donner un fonds propre de travailleurs. Au début des années 80, dans la loi, il y a eu une reconnaissance des coopératives de travail. Il y a eu une reconnaissance dans cette loi-là, dans le chapitre des coopératives de travail, de la nécessité d'avoir un plan de formation auprès des salariés pour qu'ils deviennent membres de la coopérative de travail. Parce que quand on a commencé à découvrir la réalité des cohortes de travail, elle n'était pas trop jojo non plus. Hein? On a vu des coopératives, par exemple, qui étaient de bonne foi, mais que ça prenait, par exemple, 5 ans avant qu'un salarié devienne membre de la coopérative. Disons qu'au bout de 5 ans, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient encore dans l'usine, dans cette entreprise-là. Donc, on a fait mettre des mesures dans la loi, des proposés. Il y a eu au début 80 un sommet qui s'était fait. Et lors de ce sommet-là, qui était présidé par Alfred Rouleau du Mouvement des Jardins et Mme Lise Payette, qui était à ce moment-là ministre aux coopératives, ces mesures-là ont été adaptées. Donc, une loi que je l'ai mentionnée pour un cadre, un financement adapté, la création de la SDC, Société de développement coopératif, justement pour avancer du capital de risque. Cette table-là de concertation va devenir le regroupement des coopérateurs et coopératrices, mais aussi la Fédération des coopératives de travail. Va devenir 2 structures différentes au bout de la ligne, mais complémentaires. Ça, c'est un autre retombée direct de Tricofil. C'est bien évident. C'est vraiment un modèle puis une inspiration. Moi, dans mon bureau, j'ai carrément une photo de la Tricofil avec une couple de phrases d'inspiration. Puis je trouve que c'est vraiment une option qui existe. Hein. Puis j'ai aussi le premier numéro de la revue Possible qui avait été lancé par, entre autres, le sociologue critique Marcel Rioux. Puis ce premier numéro-là portait sur la Tricofil. Donc c'est la rencontre de la recherche en sciences sociales, mais aussi de l'expérimentation sociale. Puis la revue, c'était pas pour rien qu'elle s'appelait Possible. C'était pour ouvrir le champ des possibles, pour réfléchir à un autre monde possible. Puis ça, l'expérience de la Tricofil, pour moi, c'est un exemple concret qu'il y a des choses, des expérimentations sociales qui peuvent être faites, qui peuvent être mises de l'avant. Puis comme on a dit souvent, on a souvent voulu dénigrer, stigmatiser la Tricofil, mais au fait, c'est le processus qui est peut-être un fois plus important que le résultat. Ce qui s'est passé à travers ça, ça l'a mené à... Justement, on parlait, Paul-André me parle du Fonds de solidarité de la FTQ, qui, au départ, c'était là pour accompagner les travailleurs qui voulaient faire des expériences similaires ou pouvoir prendre plus de pouvoir. Cette question-là du pouvoir des travailleurs était là, puis est toujours là, puis c'est des possibles. Il ne faut pas qu'on la perde de vue, cette expérience. Il ne faut pas la perdre de vue. Parce que moi, c'est la plus belle surprise, comme sociologue. Tu sais, et ça vient du petit mot, dans le bon sens du terme. On a vécu ensemble quelque chose qui est inoubliable. Hein? Des fois, je pense à ça, puis je regarde l'expérience syndicale de militant syndical que j'ai vécue, l'expérience de Tricofil que j'ai vécue.
l'expérience du regroupement des coopérateurs coopératrices, c'est toujours une suite logique au bout de la ligne d'un engagement. Je me dis, j'ai quasiment été choyé d'une certaine façon par la vie. C'était loin d'être facile, c'était excessivement dur. Mais en termes d'enrichissement humain, on ne peut même pas y penser. Mais c'était des expériences difficiles à vivre, ça c'est bien évident, surtout l'expérience de Trécophile, ça c'est sûr. Le monde de la finance, là, il va péter et c'est là. Puis il faut se préparer à ça. On a quelque chose qui nous attend. Il va y avoir des tricophiles tantôt, bien plus qu'on pense. Moi, c'est ma petite prophétie. C'est un cadeau que vous m'offrez. Ça me fait vivre.